Les informations que nous vous donnons dans cet épisode ne constituent pas un avis médical. Si vous avez des questions ou des inquiétudes à propos de votre santé physique ou mentale, consultez un professionnel. Vous écoutez Angle mort, le podcast qui vous parle de la psychologie que le sport ne vous montre pas. On va se projeter un instant dans un aréna, mettons un samedi matin classique. Ouais, l'odeur du café tiède et des frites. Exactement. Fait que c'est un match de niveau pee-wee, des jeunes de 12 ou 13 ans. Sur la patinoire, il y a un joueur qui fait littéralement une tête de plus que tout le monde. Le fameux géant de l'équipe. Mais c'est ça. Il prend la rondelle derrière son filet, il traverse la glace d'un bout à l'autre en bousculant genre 3 adversaires et il marque avec un tir frappé qui ferait peur à un gardien junior. Et dans les estrades, tout le monde capote. Tellement. Les entraîneurs prennent des notes frénétiques, les recruteurs ont les yeux qui brillent. Tout le monde se dit qu'on regarde le prochain prodige du hockey. Sauf que, dans le fond, la réalité est super différente. Il y a de fortes chances que ce jeune-là ne joue même plus au hockey dans 5 ans. Et ça, pour les intervenants responsables du développement, les recruteurs, les coachs, c'est un mythe tellement tenace. L'idée que cette domination brute à 12 ans, c'est le meilleur indicateur du potentiel professionnel. Ouais. Sauf que ce qu'on perçoit comme du talent naturel, dans l'immense majorité des cas, ce n'est qu'une pure illusion biologique. Et c'est une illusion qui fait des ravages, dans nos structures de développement. Des ravages, c'est le bon mot. Nos systèmes actuels de sélection, peu importe le sport en passant, sont conçus par des professionnels passionnés, mais ils opèrent avec des angles morts majeurs. On filtre, on classe, on rejette des athlètes qui ont un potentiel phénoménal, et tout ça parce qu'on se laisse aveugler par des facteurs complètement arbitraires. Absolument. On parle d'éléments qui n'ont rien à voir avec le talent réel, comme le mois où un enfant est né, ou le moment précis où son horloge interne a décidé d'appuyer sur le bouton de la puberté. Fait que l'objectif aujourd'hui, c'est d'aller au fond des choses et de déconstruire cette illusion-là. On va examiner comment la taille corporelle et le calendrier trompent l'œil humain. Et surtout, on va voir quelles sont les stratégies concrètes pour repérer le vrai potentiel. Celui qui ne crie pas pour attirer l'attention à 12 ans. OK, on va décortiquer ça en commençant par la base. Avant même de regarder la technique d'un jeune, il faut parler du calendrier, le fameux effet de l'âge relatif. Le EER. Oui, c'est documenté depuis des décennies, mais c'est fou à quel point ça reste ignoré sur le terrain. Pour bien comprendre, dans presque tous les sports d'équipe, on regroupe les jeunes par année civile, du 1er janvier au 31 décembre. Exact. Et le résultat de ça, les enfants nés dans le premier trimestre, qu'on va appeler le Q1, sont massivement surreprésentés dans les équipes d'élite. Par rapport à ceux du dernier trimestre, le Q4. Mais quand on s'arrête 2 secondes pour analyser ça, chez des enfants de 10 ans, l'écart entre un jeune né en janvier et un autre né en décembre, c'est presque 12 mois. C'est une année complète de développement. Sur 10 ans de vie, c'est 10 % de leur existence globale. Évidemment que ça crée un ravin au niveau cognitif, moteur et physique. Mais c'est pas une petite différence subtile. Moi, j'aime bien comparer ça à une course. Si on transposait ça à une course de 100 mètres, ce serait comme donner 20 mètres d'avance aux enfants nés en janvier. Ouais, et après, on les attend à la ligne d'arrivée en disant « Wow, ces jeunes-là ont vraiment un talent inné pour la course. » C'est une excellente façon de le visualiser. Et l'étude fondatrice de Barnsley en 1985 sur le hockey sur glace avait déjà mis ça en lumière avec des chiffres accablants. Et c'est la même chose aujourd'hui au soccer, au basketball, partout. Partout, mais le pire, c'est pas juste l'avantage initial, c'est l'effet boule de neige que ça déclenche, le phénomène de l'avantage cumulatif. Attends, on parle de la façon dont le système lui-même réagit à cet avantage initial? Totalement. L'enfant né en janvier est un peu plus grand, un peu plus coordonné. Le recruteur le regarde et le perçoit comme meilleur. Fait que cet enfant est sélectionné dans la meilleure équipe. Et là, la machine s'emballe. Exact. Il a accès aux meilleurs entraîneurs. Il joue contre une meilleure opposition. On lui donne plus de temps de glace dans les moments critiques. Et psychologiquement, il baigne dans un environnement de renforcement positif. On lui répète constamment qu'il appartient à l'élite. Pendant ce temps-là, le jeune né en décembre, qui est en fait juste normal pour son âge, il est coupé. Fait qu'il va dans les ligues récréatives avec moins de ressources. Et très souvent, il se décourage et il l'abandonne. Mais là, je veux faire l'avocat du diable 2 secondes. Vas-y. Si je suis un entraîneur de niveau bantam et que mon travail, mon mandat, c'est de gagner le tournoi provincial le mois prochain, Oui?
Si mon joueur de janvier est objectivement plus fort sur ses patins et qu'il patine plus vite aujourd'hui, c'est totalement logique que je le sélectionne, non? Pourquoi je me priverais de mon meilleur élément actuel? Ben, c'est là qu'il faut définir ce qu'est le vrai développement de talent. Si le but ultime de ton programme, c'est de gagner un trophée en plastique à 13 ans, ouais, ta logique se tient. Le fameux trophée de fin de saison. C'est ça. Mais si le mandat d'une structure, d'une fédération ou d'un club, c'est de former des joueurs capables d'atteindre le niveau professionnel à 20 ans, cette logique-là est destructrice. On confond la maturité actuelle avec le plafond de potentiel. Exactement. Et ça nous amène au deuxième biais qui est encore plus pernicieux parce qu'il opère en silence. La maturation biologique. C'est important de faire la distinction ici. L'effet de l'âge relatif, c'est purement le calendrier civil, mais la maturation biologique, c'est l'horloge génétique de chaque individu. Et ces deux choses-là sont complètement indépendantes. On peut très bien avoir un joueur né en décembre qui est désavantagé par le calendrier, mais qui connaît une poussée de croissance extrême. Ou inversement, un gars de janvier qui reste super petit jusqu'à ses 16 ans. Ce qui est fascinant ici, c'est l'impact de cette maturation précoce. Il s'agit quasiment comme du dopage naturel. C'est le bon terme. Un jeune qu'on qualifie de early bloomer produit des hormones, notamment de la testostérone, beaucoup plus tôt que les autres. Ça provoque une hypertrophie musculaire fulgurante, une augmentation de la puissance, de la vitesse explosive. Sur un terrain de soccer, par exemple, ce garçon-là ressemble à un adulte qui joue contre des enfants du primaire. Donc, il domine tous les duels physiques, il pousse le ballon au-delà du défenseur et le bas de vitesse à tout coup, sans forcer. Et le recruteur sur le bord du terrain coche toutes les cases sur son bloc-notes en parlant de son énorme potentiel élite. Sauf qu'il évalue les effets transitoires d'une puberté avancée, pas le talent technique ou l'intelligence de jeu. Et c'est là que les statistiques deviennent vraiment frappantes. Quand on regarde les athlètes qui passent du niveau junior d'élite au niveau senior international, Ouais. on s'aperçoit que seulement 2,2 % de la variance de leur performance adulte peut être expliquée par ce qu'ils faisaient au niveau junior. Attends, seulement 2,2 %? Ça veut dire que dominer à 14 ans n'a presque aucune valeur prédictive sur ce qu'un joueur va faire à 22 ans. C'est la réalité clinique. Et il y a pire. Dans plusieurs disciplines sportives de très haut niveau, jusqu'à 82 % des athlètes internationaux seniors n'ont jamais fait partie des équipes nationales dans leur jeunesse. Wow! C'est une statistique difficile à digérer pour un système sportif. Ben oui, 82 % qui n'étaient pas sur le radar. Si 82 % des professionnels n'étaient pas les vedettes de leur catégorie d'âge, ça veut dire que nos académies de développement hypersélectives passent complètement à côté de la plaque. Elles coûtent des fortunes à opérer en plus. On organise des concours de puberté glorifiés. On exclut des jeunes à maturation tardive qui ont peut-être un plafond technique largement supérieur, tout ça parce qu'ils ne mesurent pas encore 6 pieds. Et le drame, il se joue vers l'âge de 18 ou 19 ans. À ce moment-là, l'horloge biologique s'équilibre pour tout le monde. Tout le monde a atteint sa taille adulte. Exact. Le jeune précoce qui détruisait tout le monde à 14 ans grâce à sa taille se retrouve soudainement face à des défenseurs aussi imposants que lui. Et là, il frappe un mur. Un mur de briques, parce qu'il n'a jamais eu besoin de développer sa vision de jeu ou sa finesse technique. Il n'a plus d'avantages physiques et il s'effondre. Ce qui amène un contraste fascinant avec ceux qui ont survécu à ce filtre impitoyable. Les retardataires, les late bloomers. Oui, ceux qui passent à travers les mailles du filet. Voici où ça devient vraiment intéressant. Si le système est tellement biaisé contre eux, comment certains réussissent-ils quand même à percer? C'est ce qu'on appelle l'hypothèse de l'underdog, le triomphe du négligé. J'adore ce concept. Les jeunes nés en fin d'année ou ceux qui grandissent tard font face à un tel désavantage physique constant qu'ils n'ont pas le choix d'évoluer différemment s'ils veulent juste survivre sur le terrain. Puisqu'ils ne peuvent pas gagner en bousculant l'adversaire, ils doivent devenir des maîtres de la compensation. Exactement. Au lieu de foncer dans le tas, ils acquiescent à lire le jeu 3 secondes avant tout le monde. Ils développent des compétences techniques irréprochables, une anticipation tactique hors pair. Et surtout, une résilience psychologique en béton armé. Ces jeunes-là ont l'habitude de se faire frapper, de perdre des batailles physiques, de se faire asseoir au bout du banc par un entraîneur qui préfère le joueur plus grand. Fait qu'ils apprennent très tôt à gérer l'échec et la frustration. Et la beauté de la chose, c'est que les données professionnelles le confirment hors de tout doute. Ah oui, quand on regarde les carrières professionnelles. Oui, quand on épluche les statistiques des joueurs ayant les plus longues carrières dans la LNH ou dans les grands championnats de soccer européens en République tchèque ou en Slovaquie, Ouais. on remarque une inversion spectaculaire de l'effet de l'âge relatif. Les joueurs nés en fin d'année qui réussissent à atteindre les ligues majeures jouent significativement plus longtemps. Et s'imposent beaucoup mieux chez les professionnels que les joueurs nés en janvier.
Le profil résilient a un taux de survie à long terme bien supérieur. Ce qui soulève inévitablement une question importante. Si ces fameuses qualités de compensation comme la résilience, la créativité et la vision du jeu sont précisément ce qui permet de réussir chez les pros, Pourquoi nos systèmes ne cherchent-ils pas délibérément à enseigner ces qualités à tous les joueurs? c'est ça l'affaire. En pavant une voie royale pour les jeunes physiquement précoces, le système les prive de l'adversité dont ils ont cruellement besoin pour se forger un mental d'élite. C'est là toute l'ironie de la situation. Nos structures créent des superstars internationales un peu par accident. Totalement par accident. Le système ne les aide pas. Il les soumet à une discrimination biologique tellement intense que seuls les plus intelligents et les plus robustes mentalement en sortent vivants. C'est la sélection naturelle dans sa forme la plus brutale. Mais je veux qu'on s'arrête sur un point précis. On dit que le joueur désavantagé compense par son intelligence perceptivo-cognitive. Ouais. Est-ce que c'est juste une belle théorie psychologique ou est-ce qu'on a des données mesurables pour prouver que le cerveau de ces jeunes-là s'adapte réellement? On a des données très robustes là-dessus. Il y a une étude fascinante réalisée avec le NeuroTracker. Attends un peu, pour qu'on visualise bien. Le NeuroTracker, c'est quoi? C'est genre un jeu vidéo en réalité virtuelle. C'est un outil d'évaluation perceptivo-cognitive. Plus précisément, c'est un système de suivi d'objets multiples en 3D. OK, comment ça marche pour le jeune Andy sportif? Le sportif porte des lunettes stéréoscopiques et regarde un écran où plusieurs sphères identiques se déplacent de manière super chaotique. Certaines sphères s'illuminent brièvement puis redeviennent identiques aux autres. Et l'athlète doit suivre uniquement celle-là, à travers le mouvement. Exact. La vision en 3D est critique ici car elle simule la profondeur de champ sur un vrai terrain. Ça mesure la capacité du cerveau à analyser les distances, les trajectoires et la vitesse des adversaires simultanément. Fait qu'on mesure littéralement la bande passante du cerveau pour gérer le chaos d'un match. C'est une super belle analogie, oui. Et qu'est-ce que l'étude a révélé sur l'effet de l'âge relatif avec cet outil-là? Les chercheurs ont testé 165 garçons âgés de 10 à 16 ans. Les résultats sont divisés en deux groupes. Chez les jeunes qualifiés de modérément entraînés, ceux qui pratiquent 1 à 2 fois par semaine, OK. l'effet de l'âge relatif dicte la loi. Les enfants nés dans les quartiers 1, 2 et 3 écrasent littéralement les enfants du quartier 4 sur le plan cognitif. Leur cerveau traite l'information beaucoup plus vite. Exact. Ce qui fait du sens si on y pense. Le jeune né en fin d'année, qui est toujours le plus petit, touche moins souvent le ballon, a moins d'implication dans les jeux clés et sa confiance est souvent plus basse. Fait qu'il a moins de stimulation de qualité pour forger ses réseaux de neurones. C'est l'hypothèse centrale. Mais j'imagine qu'il y a un mais. Un gros mais. Là où l'étude bascule complètement, c'est lorsqu'on analyse les enfants très bien entraînés. Ceux qui sont dans des environnements intensifs avec 4 à 5 séances par semaine. Qu'est-ce qui se passe avec eux? Dans cette cohorte, le désavantage cognitif des Q4 s'évapore totalement. Leurs résultats au NeuroTracker sont identiques à ceux de leurs pairs plus âgés des Q1 à Q3. C'est incroyable, ça prouve que le cerveau est malléable. C'est comme un muscle invisible qui, avec le bon volume de répétition, peut rattraper le fossé causé par la date de naissance. L'entraînement intensif et ciblé agit comme un véritable égalisateur, oui. Fait que le talent cognitif, c'est pas une fatalité génétique couplée à un calendrier. Pas du tout. Et c'est pour ça que couper un jeune de décembre d'un programme d'élite à 12 ans sous prétexte que son exécution est trop lente, c'est une faute grave. On le prive du seul environnement qui lui permettrait de rattraper son retard et de développer ce muscle-là. Exactement. Bon, le portrait global est dressé. On a l'illusion de l'âge, le piège de la puberté, le miracle de l'underdog et la plasticité cognitive. Tout est là. Mais si on redescend au niveau de la glace ou du terrain, alors, qu'est-ce que tout ça veut dire? Comment on règle ça concrètement? C'est l'étape cruciale. Si des directeurs techniques ou des entraîneurs cherchent à réformer leur programme dès demain matin pour arrêter de perdre ses talents, c'est quoi le plan de match? L'outil le plus novateur actuellement en sciences du sport, c'est le biobending. Le regroupement par âge biologique. Oui. Attention, il ne s'agit pas d'éliminer les catégories d'âge chronologiques de façon permanente. On ne détruit pas les ligues existantes. Non, mais on insère périodiquement des cycles d'entraînement et des tournois spécifiques où les équipes sont formées en fonction du stade de maturation plutôt que de l'âge civil. Mais comment on mesure ça de façon pratique? On va pas transformer le vestiaire bantant en laboratoire médical, tu sais? Bien sûr que non. On utilise des méthodes non invasives et super simples,
comme la méthode Camis-Roche. Camis-Roche, c'est quoi au juste? C'est une équation mathématique. On prend la taille et le poids actuel du jeune et on y intègre la taille biologique de sa mère et de son père. Ah, juste avec la taille des parents? Oui, ça donne une estimation très précise du pourcentage de la taille adulte que l'enfant a déjà atteint. Ensuite, on regroupe les jeunes qui sont à un stade de développement similaire. En théorie, c'est fantastique. Ça permet aux maturations tardives de briller techniquement. Et aux maturations précoces d'être enfin challengées. Mais en pratique, je peux imaginer la friction. Il faut annoncer à un parent très fier que son fils de 14 ans, qui domine sa ligue, va aller s'entraîner avec des jeunes de 12 ans parce que son âge biologique est plus bas. Ah, les parents risquent de crier à la rétrogradation, ça c'est certain. C'est clair. Comment on gère ça? C'est le plus grand défi du biobending, l'éducation des parents et des entraîneurs. Il faut changer le narratif. Ce n'est pas une rétrogradation, c'est un ajustement du niveau de difficulté. Fait que quand le jeune précoce est mis avec des joueurs plus vieux et aussi forts que lui, il réalise soudainement que de juste pousser la rondelle le long de la rampe, ça fonctionne plus. Il est forcé de réfléchir, d'utiliser ses coéquipiers, de développer sa tactique. Et de l'autre côté, le petit late bloomer qui jouait toujours en mode survie se retrouve avec des joueurs de son gabarit. Tout à coup, il a le temps et l'espace pour exprimer sa créativité. Il devient le chef d'orchestre sur le terrain. C'est un changement de dynamique total. Y a-t-il d'autres méthodes peut-être moins complexes à implémenter pour un petit club de région, mettons? Oui, il y a des ajustements cognitifs très simples pour contrer les biais des recruteurs. Une initiative testée aux Pays-Bas consiste à utiliser des numéros de chandail ordonnés par l'âge. Ah oui! Comment ça fonctionne exactement? On attribue les numéros de l'équipe selon la date de naissance des joueurs. Le plus vieux de l'équipe porte le numéro 1 et on descend jusqu'au plus jeune qui porte le numéro 20. OK, je vois. Fait que sur le bord du terrain, quand le recruteur évalue un duel entre le numéro 2 et le numéro 19... Ton cerveau reçoit un rappel constant que le numéro 19 a presque une année de développement de moins. Ça force l'évaluateur à contextualiser la performance. C'est un simple axe psychologique et ça coûte absolument rien en termes d'équipement. $0, c'est juste de la logistique intelligente. Et qu'en est-il de la rétention de ces joueurs à maturation tardive? Comment on s'assure qu'ils ne quittent pas le sport? De plus en plus de fédérations ont instauré des équipes qu'on appelle des équipes futures. Ce sont des escouades parallèles au sein du programme national. Donc, on les garde dans le système d'élite? Oui, on sélectionne les meilleurs talents à maturation tardive et on les regroupe ensemble. Ils bénéficient des mêmes ressources de haute performance, des mêmes experts, mais ils jouent contre des équipes de leur niveau physique. On préserve l'estime de soi du joueur et on garde ce bassin de talents critiques au lieu de les laisser se décourager. Si l'on relie cela à la vision globale, il s'agit d'une réforme complète de la culture de l'évaluation. Il faut arrêter de s'extasier devant le chronomètre sur 20 mètres ou la force pure pour un jeune de 13 ans. L'évaluation holistique doit prendre le dessus. Analyser comment le jeune réagit après une erreur coûteuse, comment il assimile une tactique ou sa capacité à scanner le jeu. On doit valoriser la résilience et l'adaptabilité. C'est fondamental. Le véritable mandat des professionnels de la formation n'est pas de sélectionner les meilleurs enfants d'aujourd'hui. Parce que la nature s'en charge très bien à travers l'horloge biologique. Exact. Le mandat, c'est de projeter et développer les meilleurs adultes de demain. Et pour faire ça, il faut accepter de perdre la petite victoire du tournoi U13 le dimanche matin. Sacrifier ce tournoi-là pour donner le temps de glace nécessaire à ce petit joueur frêle qui, à 20 ans, aura tout pour dominer la Ligue. C'est un bouleversement complet de la philosophie du coaching. Et ça nous amène à une réflexion incontournable pour clore cette discussion. Si, par manque de vision, on filtre et on abandonne systématiquement les athlètes les plus résilients, les plus créatifs tactiquement et les plus acharnés mentalement, juste parce qu'ils sont nés en novembre ou ont grandi plus tard, Ouais. à quoi ressemblerait le sport professionnel si sa fondation entière était bâtie et pensée par et pour ses retardateurs, pour maximiser ces fameux late bloomers? Il est fort probable que le joueur le plus visionnaire, le plus intelligent de l'histoire du sport ait accroché ses patins à l'âge de 13 ans, dégoûté, parce qu'un système aveugle a décidé qu'il ne mesurait pas la bonne taille. C'est une pensée qui donne des frissons, sincèrement. C'est un élément crucial à garder en tête lors des prochaines sélections. Prenez votre mental en main, découvrez nos programmes et services sur le site onewin.ca.